Seulement voilà, le sort et la politique française en décident autrement. Au mois de février 1848, Louis-Philippe est renversé. En décembre, Louis-Napoléon, neveu de Bonaparte, devient le prince-président de la Deuxième République qu'il met à bas en 1851 pour devenir Napoléon III. Le nouvel empereur a bien l'intention d'achever en beauté l'œuvre de ses prédécesseurs. Ces ingénieurs vont suivre le plan de 1841, largement inspiré de celui de 1801. Le fort adoptera la forme d'une ellipse élevée sur 5 niveaux de 4 mètres de hauteur, ouverte sur une cour intérieure large de 12 mètres. Un grand escalier monumental plongeant dans la mer sera construit à l'ouest. Conçu comme un navire de guerre, le Fort Boyard devra pouvoir fonctionner en parfaite autonomie. 3 citernes d'eau de pluie d'une contenance de 325 000 litres, 13 magasins et soutes seront donc aménagés lors de la construction de l'assise. Au rez-de-chaussée, 22 casemates d'un peu moins de 5 mètres de large et 8 de profondeur s'ouvrent sur la cour. Les murs d'enceinte, construits en pierre de Crasane, font 2,30 mètres d'épaisseur à la base, car le fort devra également résister aux vagues de tempête. La pression de l'eau sur les parois pouvant atteindre 30 tonnes au mètre carré. Entre 300 et 500 ouvriers vont se relayer jour et nuit sur ce chantier hors norme. Un escalier monumental plongeant dans la mer permet d'accéder au fort. Le rez-de-chaussée est achevé à la fin de l'année 1852. Le premier étage, à 9 mètres au-dessus des plus hautes eaux, est bouclé en 1854. En 1855 et 1857, le deuxième étage à 14 mètres de haut et la terrasse à 19 mètres sont achevés. Au sous-sol, les soutes permettent de stocker le charbon, les munitions, les vivres et l'eau potable. Au rez-de-chaussée, des bureaux, une cuisine, une prison, des magasins d'artillerie et 12 canons de 36 mm seront installés. Les premiers et deuxième étages pourront recevoir 44 obusiers de 22 mm, mais seront surtout dédiés au logement d'une garnison qui pouvait compter jusqu'à 264 hommes en temps de guerre. Enfin, au sommet du fort, une terrasse est conçue comme une véritable plateforme d'artillerie. 18 canons de 36 mm y seront installés sur des rails de pivotement. Point culminant de l'édifice, une tour de vigie sera construite à 29 mètres de hauteur. Mais assez curieusement, cette tour de vigie permet de surveiller aussi bien les 260 hommes en garnison que l'ennemi venant du large. Les travaux s'achèvent en 1857. La construction d'un port composé de 2 jetées de 30 mètres de long pour 4 mètres d'épaisseur à la base et d'une digue perpendiculaire fermant le Havre est décidée. En 1860, côté Pertuis d'Antioche, un éperon est adossé à l'enrochement afin que les vagues viennent s'y briser. Car le fort peut être plongé au cœur d'incroyables tempêtes qui le font osciller, donnant le mal de mer à ses occupants. Dans l'estuaire de la Charente, il n'est pas rare que les services de la météo marine enregistrent des vagues d'une hauteur de 3 mètres pesant jusqu'à 6 tonnes au mètre carré. Récemment, au cours d'une tempête, des vagues de 10 mètres ont touché les côtes, exerçant une pression de 12 tonnes au mètre carré. 12 tonnes au mètre carré. Le poids de 2 éléphants mâles sur un carré d'1 mètre de côté. Une puissance extraordinaire, capable de soulever des blocs de granit de plusieurs centaines de kilos et de les déplacer comme s'il s'agissait de simples galets. À Boyard, il a donc fallu construire solide, très solide même.
Si l'architecture du fort se veut résolument austère et militaire, les maçons et les tailleurs de pierre y réaliseront néanmoins quelques prouesses. Tout l'art de l'assemblage, hérité des bâtisseurs de châteaux forts et de cathédrales. C'est vraiment des tailleurs de pierre exceptionnels qui ont réalisé les travaux avec des arcs comme ça, qui sont extrêmement bien faits, avec des joints vifs, comme on dit, c'est-à-dire on met le moins de mortier possible. C'est vraiment la taille qui fait que les deux pièces s'assemblent comme deux pièces de puzzle. Alors c'est fait essentiellement pour des raisons de résistance et de solidité, parce qu'on sait très bien qu'un fort en mer va être très très sollicité et qu'il va falloir mettre le maximum de résistance. Effectivement, c'est un chantier de prestige. C'est un chantier qui, quelque part, manifeste le génie des ingénieurs français. On passe assez sous silence le fait qu'on a eu moult difficultés pour le mener à bien. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il est relancé en 1841, on va aboutir en 25 ans, ce qui semble tout à fait raisonnable pour un chantier de cette dimension-là. Le 6 février 1866, Fort Boyard est officiellement achevé. Au total, 8,6 millions de francs auront été dépensés pour sa construction. 2 milliards d'euros. Le résultat est fantastique. L'édifice, bâti contre vents et marées, mesure 68 mètres de long, 31 mètres de large, 29 mètres de haut par endroit. Les murs d'enceinte épais de plus de 2 mètres sont percés de 74 embrasures pouvant accueillir les pièces d'artillerie. Tel un vaisseau de guerre, le fort dispose de 3 niveaux de tir et peut faire feu de tous les côtés. Cette réalisation, aboutissement de plus de 2 siècles de réflexion architecturale, fait la fierté de l'État. Le ministre de la Marine commande même à l'arsenal de Rochefort une maquette du fort au 1/100e, destinée à l'exposition universelle de Paris en 1867. Il y a quelque chose qui relève de l'image nationale. On veut montrer qu'on est capable de le faire. C'est une démonstration du savoir-faire des ingénieurs de la marine. On construit cette magnifique maquette en pierre pour montrer que ce fort, dont on sait qu'il ne sert pas à grand-chose, est quand même magnifique, est quand même une réussite et porte la gloire de la nation. Mais construit dans le contexte des conflits avec l'Angleterre, et pour pallier au manque de puissance des batteries d'artillerie, Boyard devient inutile une fois la paix retrouvée, ou si les canons tirent plus loin. C'est ce qui ne manque pas d'arriver, quasiment dès son inauguration.